Bon Jérémy, on se retrouve sur ta chaîne pour l'épisode numéro 2. Dans ma voiture. Dans ta voiture. Vrai ou faux? Je vais te poser 10 vrais ou faux. Et toi, avec ton expertise immobilière, tu viens me dire si c'est vrai ou faux et tu expliques rapidement du coup ta réponse. Ok, vas-y. On est parti? Ouais. On est parti. On commence première question. Une rentabilité à 6%, c'est déjà bien? Non, une rentabilité à 6%, c'est pas bien. Et d'ailleurs, ça dépend, brut ou net? Ah, je n'ai pas la spécificité. Alors si c'est brut, c'est vraiment très mauvais. Ok. Si c'est net, ça pourrait être passable. Et en fait, moi, je préconise toujours 7% minimum net. Pourquoi? Parce qu'avec 7% minimum net, normalement, tu es censé être assez rentable pour pouvoir payer ton crédit et l'intégralité de tes charges. Tout dépend encore une fois, parce que la rentabilité ne veut rien dire. Tout dépend de la durée de ton crédit et donc la mensualité que tu as d'emprunt. Plus la mensualité est élevée, moins tu auras de cash flow et automatiquement tu peux même avoir une bonne rentabilité mais pas de cash flow. Okay. Donc c'est vraiment un calcul à avoir, mais minimum pour moi 7%. 7%. Ok. Prochaine question. Il faut un crédit le plus court possible? Bah non, justement, c'est bien. On rebondit avec la question d'avant. Le problème, c'est que plus ton crédit est court, plus forcément ton emprunt, tes mensualités seront élevées. Plus tes mensualités sont élevées, moins tu pourras faire de bénéfices. Moins tu pourras faire de bénéfices, des fois même tu devras rajouter de l'argent de ta poche tous les mois parce que les loyers ne couvriront pas. Et donc finalement, très gros mauvais signal envoyé à la banque. Ça veut dire quoi? J'ai investi dans l'immobilier, je suis obligé de sortir de l'argent de ma poche personnelle tous les mois pour payer mon crédit. Et donc finalement, la banque ne te reprêtera pas. Déjà, premièrement, parce qu'elle dira que tu ne sais pas faire. Et deuxièmement, parce que tu auras dans ton endettement une mensualité supplémentaire que tu dois sortir et qui viendra encore une fois amoindrir ta capacité d'emprunt. Ok. Prochaine question. Bon là, je pense que je connais déjà la réponse. Mieux vaut acheter cash pour ne pas avoir de dette? Franchement, non. Encore une fois, on a la chance en France d'avoir la possibilité de pouvoir lever de la dette. Ça veut dire que si tu as 100 000 euros de côté, potentiellement sur le papier, ça va en faire rigoler plus d'un, mais tu pourrais lever 1 million. Okay. Donc ça veut dire que tu prends 10%, tu lèves x 10 de la somme que tu as. Tu pourrais très bien, par exemple, sur le premier investissement, mettre 20 000 euros et lever 200 000. Sur le deuxième, tu mets 30 000 euros, tu lèves 300 000, etc. etc. C'est là où les investisseurs non avisés diront « Mais Jérémy, tu dis n'importe quoi, tu seras bloqué par les 35% à un moment donné. » Mais non, tu n'es pas non plus bloqué par les 35% parce que quand tu sais faire les choses, que tu investis par exemple au travers de sociétés ou de choses comme ça, finalement tu passes dans le cadre professionnel et tu sors complètement de la règle bancaire des 35%. Donc en gros l'idée c'est tu gardes ton épargne le plus longtemps possible, tu utilises le levier du crédit pour pouvoir emprunter un maximum et surtout grâce au crédit tu crées justement de la charge qui sera déductible de ton bénéfice taxable qui réduira ton imposition et en plus de ça tu auras tes assurances qui couvriront donc ton prêt en cas de décès, invalidité ou perte totale d'autonomie. Okay. Donc voilà. Prochaine question, il vaut mieux passer en direct avec le proprio que par une agence? C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait sur le papier on se dit si je passe en direct avec le proprio je vais payer moins cher. Ouais, alors c'est ça. Ouais. Effectivement on évite les frais. Sauf que bien souvent énormément de propriétaires surévaluent leurs biens. Et le fait de passer par un agent, l'agent en fait va pouvoir cadrer justement au moment de la vente parce que lui son but c'est de vendre et donc automatiquement il va cadrer le prix pour que ça se vende le plus rapidement possible. Okay. Donc bien souvent il vaut mieux passer par un agent qui en plus de ça normalement est censé, je dis censé, te sécuriser justement ton investissement et bien sûr encore une fois il va permettre de canaliser le vendeur et puis d'acheter au juste prix. Donc je pense que pour moi c'est une hérésie et qui plus est si jamais tu trouves un bon agent ou des bons agents, tu peux aussi avoir des biens off-market qui ne sont même pas sur les sites de petites annonces et faire de réelles bonnes affaires. Ok, intéressant. Prochaine question, il faut 6 mois pour trouver un bon bien? Non, jamais. Non, moi aujourd'hui par exemple, toutes les personnes que je forme, on va dire, allez, entre le début où ils se lancent et la signature de compromis, il se passe 45 jours. Ah ouais, donc à peu près, en moyenne. Hein. Alors il y en a qui mettent 3 mois, hein, d'accord, mais en moyenne on arrive dans les 45 premiers jours. Une fois que tu connais ta capacité d'emprunt, que tu sais combien tu veux gagner avec l'immobilier, donc tu as dessiné ta capacité maximum, tu sais combien tu veux gagner, donc tu peux dessiner ta stratégie fiscale et automatiquement tu as toutes les armes pour aller choisir la ville et le type de bien. Une fois que tu as choisi la ville, le type de bien et que tu t'es armé, bien sûr, d'une armée de, tout à l'heure on en parlait dans la question d'avant, d'agents immobiliers, tu as juste à leur donner ta feuille de route, globalement qu'est-ce que je recherche, à quel prix, quelles sont mes conditions, etc. Et à ce moment-là, ils te trouvent le bien, tu fais tes visites. Sur 10 visites que tu fais, tu vas peut-être faire 4 offres. Sur 4 offres, il y en a une qui va passer. Franchement, si tu t'y mets bien de manière chirurgicale, même dans les 3 semaines, 4 semaines, maximum un mois, tu as déjà trouvé ton bien. Ok. Question sur les impôts. Il y a trop d'impôts sur les revenus locatifs en France? Il y a trop d'impôts pour ceux qui ne savent pas les maîtriser. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs un des derniers sujets, je crois, voilà, un des derniers sujets où on peut générer des revenus sans payer d'impôts.
Et ça, c'est la réalité. Les revenus locatifs, s'ils sont bien encadrés, notamment LMNP, LMP aussi, SCI à l'IS et d'autres stratégies, te permettent en fait de ne pas payer d'impôts sur justement tes revenus locatifs pendant 7 à 10 ans. Tout en sachant que il y a peu de gens qui le savent, je vais faire demi-tour, il y a peu de gens qui le savent, mais en gros, on ne paye pas du tout l'impôt sur les revenus locatifs. Okay. On paye l'impôt tout simplement sur le bénéfice généré par les revenus locatifs. Je m'explique. Tu peux avoir 30 000 euros de revenus locatifs à l'année. Si ces 30 000 euros de revenus locatifs, moins le crédit, moins la gestion comptable, moins les différents frais, etc., il te reste par exemple 10 000 euros, tu seras imposé que sur les 10 000. Ah, ok. Et pas sur les 30 000. Et ensuite, si jamais tu as bien fait les choses, tu bénéficies normalement de l'amortissement comptable, donc ce qu'on appelle la dotation d'amortissement, c'est l'amortissement de la valeur du bien qui vient en déduction fiscale sur à peu près 20 ans. Tu rajoutes à ça les frais de notaire que tu peux déduire, les travaux, etc., les frais bancaires, les frais d'emprunt, tu ne payes pas d'impôt normalement entre 7 et 10 ans. Ah ouais, ok. Ouais, donc vraiment, si tu connais bien bien tout ça, il n'y a pas de raison de payer trop d'impôts. C'est ça. Ok, prochaine question. Les banques n'aiment pas les travaux. Alors, non, les banques aiment bien les travaux, elles n'ont pas de problème avec ça. Par contre, elles ont des problèmes, souvent ça arrive, quand le montant des travaux dépasse le coût d'acquisition. Ok. En gros, par exemple, explique. Tu achètes un bien à 100 000 euros et tu as 200 000 euros de travaux. Ah, oui, okay, d'accord, oui. Ça veut dire qu'en fait, il y a un vrai risque pour la banque où elle se dit je vais lui prêter de l'argent, donc ça veut dire que le bien n'est pas du tout exploitable, il y a une énorme valeur de travaux, ça veut dire qu'il y a 200 000 euros de chance que ça se passe mal. Ouais, ok, d'accord. Tu vois l'idée? Donc en gros, plus le montant des travaux est élevé, plus tu dois vraiment avoir un dossier béton avec des photos avant, mais des projections 3D, des projections 2D pour avoir une vue d'ensemble de ce qui va se passer, que ça soit encadré par exemple par un maître d'œuvre, qui ait une assurance dommage ouvrage, que l'intégralité des artisans ait bien sûr leurs assurances décennales, de préférence qu'ils soient RGE avec toutes les qualifications possibles. RGE, c'est quoi par exemple? RGE, en gros, c'est une qualification que les artisans doivent aujourd'hui avoir. Pour pouvoir en fait bénéficier soit d'une TVA à coût réduit, soit d'aide de l'État comme la prime C2E ou des choses comme ça. Okay. Donc en gros, dans l'idée, c'est de se dire, à partir du moment où tu sais que le montant des travaux va dépasser le montant de ton acquisition, là il faut vraiment un truc au cordeau. Ouais, ok, d'accord. Prochaine question, Jérémy. Ouais. Est-ce que Airbnb, c'est mort? Pas du tout. En fait, Airbnb, effectivement, il y a des restrictions dans certaines villes. Okay. Est-ce que tu sais combien il y a de villes en France? Non. 34 900 exactement, communes. Pression. Okay. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, sur 34 900 communes, est-ce que tu sais combien ont des restrictions Airbnb? C'est quoi? C'est donc des communes qui interdisent en gros de mettre... Au-delà des 120 jours, en fait, tu es bloqué parce qu'il y a une surpopulation, parce qu'ils disent que le Airbnb en fait, doit être encadré parce qu'il manque de logements, etc. Tu vois. Je sais pas, une petite dizaine 51. Ah ouais. 51. Ça veut dire qu'en gros, il te reste plus de 34 000 villes pour pouvoir investir dans le Airbnb. Donc je te pose une question, est-ce que le Airbnb est mort? Non. Super. Ouais. Ah, ok, prochaine question. Ah, bonne petite question. Est-ce qu'il faut investir dans sa ville? Alors oui et non, ça dépend. Alors tout dépend. Si ta ville, par rapport à ton étude de marché, répond aux critères dans lesquels tu dois te lancer, oui. Maintenant, si investir dans ta ville, c'est parce que tu te sens en sécurité, que tu es rassuré, que finalement tu cherches la solution facilitée, il y a de fortes chances que ça soit une connerie. Okay. Il y a beaucoup de gens en fait qui veulent fuir la douleur, mais fuir la douleur, c'est pas l'éviter. Ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui tu penses qu'investir à côté de chez toi va te permettre d'être en sécurité, c'est totalement faux. Et bien au contraire, tu connais, tu as déjà fait un stage de récupération de points ou pas? Jamais. Ok, j'en ai déjà fait un. Et en fait, en gros, il t'explique, il te pose la question, est-ce que tu sais... Je sais ce que tu vas me dire. Vas-y. Est-ce que tu sais où est-ce que les accidents sont les plus fréquents? C'est dans ta ville, à chaque fois près de chez toi, parce qu'en fait, tu as l'impression que tu maîtrises totalement l'environnement, donc tu peux te permettre certaines, évidemment à ne pas reproduire, mais certaines libertés. Et c'est là du coup que tu as des accidents. Exactement. C'est là où tu te sens le plus en sécurité en fait que tu fais le plus d'erreurs. Parce que le fait de te sentir en sécurité, tu te dis bon ben c'est bon, là c'est à côté de chez moi, machin, nanana. Et finalement il y a plein de choses dans lesquelles tu vas pas vraiment mettre ton attention et tu risques de faire de grosses conneries. Donc moi ce que je conseille c'est surtout de regarder les chiffres et le fait d'aller dans une autre ville, ça te permet en fait justement d'avoir cette peur omniprésente et de pouvoir en fait être sur le qui-vive et de regarder tout ce qui est. Tu vois ce que je veux dire? C'est une sorte de sortir de la zone de confort aussi. Hein. C'est ça. Ok. Et enfin, dernière petite question, est-ce que tout le monde peut investir?
Bien sûr, tout le monde peut investir. Alors moi, j'arrête pas de le dire, hein, que tu sois en CDI, CDD, intermittent du spectacle, que tu sois bien sûr salarié, auto-entrepreneur, entrepreneur, même au chômage. Pourquoi je dis même au chômage? Alors bien sûr, hein, ceux qui regardent cette vidéo vont dire ça y est, Jérémy, il a complètement fondu les plans, il nous sait qu'on peut investir au chômage. Mais globalement, en gros, il y a juste un échange de valeurs. C'est-à-dire que quelqu'un au chômage qui va se former, qui va apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur l'investissement immobilier, qui sait dénicher une ville rentable, qui sait faire des visites, qui sait monter un prévisionnel, qui sait démarcher les banques, il a juste à monter une SCI, s'associer à quelqu'un qui a les fonds, et il échange une valeur contre une autre. Les gens aujourd'hui, en fait, ils ont une perception de la valeur qui est uniquement sur celle de l'argent. Ils ont oublié que l'être humain s'est bâti quand même sur le troc. Ouais, c'est vrai. D'accord? On troquait des compétences et un savoir-faire. Là, c'est exactement la même chose. Tu as des compétences, tu as un savoir-faire. Va chercher quelqu'un qui n'a pas le temps mais qui a l'argent, tu t'associes avec lui, vous faites un plan et puis terminé, ça y est, tu as investi. Ok. Simple. Bon, c'était la dernière question, Jérémy. Eh bien, écoute, ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et j'espère en tout cas que les personnes qui regardent cette vidéo en auront appris un peu plus sur l'investissement immobilier. Et d'ailleurs, toi qui regardes cette vidéo, si jamais tu as envie que je puisse répondre à tes questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Tu me mets toutes les questions que tu veux, on les mettra dans une autre sortie en voiture. Ouais. Ça peut être un bon truc. Et après, bien sûr, si jamais tu veux en apprendre plus sur l'investissement immobilier, tu retrouveras un lien juste en dessous de cette vidéo. Je t'invite à aller cliquer et puis je te dis à très vite chez Gorantier. Ciao, bye.